Merci Paul, et d'abord tous nos voeux de santé, de bonheur personnel, de réussite dans vos projets, et puis d'espérance sociale aussi, puisqu'il va en être question ce soir, d'une autre espérance sociale qui a été, on le verra, vite déçue et tragiquement réglée par la répression en juin 1948. C'est Colette qui interviendra là-dessus. Cette deuxième république, elle a eu une existence brève, pas tout à fait 4 ans, mais surtout dans l'histoire et dans la mémoire, que ce soit universitaire, dans la mémoire, plus fort, voilà, là c'est, dans l'histoire, merci, dans l'histoire et dans la mémoire citoyenne, elle a été occultée, oubliée, nous dit une historienne, Rio Sarcé, et donc, entre la première République de 92, 93, la Constitution, et la Troisième République dont tu viens de parler, elle apparaît en filigrane, cette Quatrième République. Et pourtant, on va voir ce soir que vont s'y jouer des choses, des éléments, des analyses très, très pertinentes, très stimulantes pour comprendre ce qu'est une République. Et au fond, qu'est-ce qu'on entend par République? On finira d'ailleurs là-dessus le propos. On verra qu'il y a au moins 2 conceptions de la République, si ce n'est pas dire plus. Je ne vais pas être long là-dessus, Colette va intervenir dans 3 minutes. On va essayer d'alterner aussi avec la littérature, parce que cette Deuxième République, elle a inspiré les écrivains de l'époque, et non des moindres, Flaubert, Victor Hugo, et bien d'autres, et des femmes écrivaines aussi. Donc on va commencer par une lecture de Gustave Flaubert, que va nous lire Marie-Noël Hôpital. Puis on enchaînera avec un rapport, une contribution introductive de Colette Rogoz sur les événements, mais pas seulement, sur l'analyse qu'il y a à faire autour de ces événements, et au fond aussi, tu finiras là-dessus, Colette, je crois, sur l'héritage de 1848. Qu'est-ce qu'il en reste? Parce que quand on regarde les rues, quand on regarde la mémoire citoyenne, à part les rues Louis Blanc, Ledru-Rollin, il y a quelques noms comme ça qui apparaissent surtout à Paris. Cet héritage-là, il est bien moindre que celui de la Commune de Paris, il est bien moindre que celui de la Grande Révolution française. Donc on va essayer ce soir de la faire à nouveau advenir, cette Deuxième République. On commence par le meilleur, un des meilleurs auteurs de l'époque, Gustave Flaubert. Marie-Noël, si tu peux nous lire ce passage. Passage de l'éducation sentimentale sur les étudiants qui sont en première ligne dans le mouvement. Le texte se situe au début. En débouchant de la rue Tronchet, il entendit derrière la Madeleine une grande clameur. Il s'avança et il aperçut au fond de la place, à gauche, des gens en blouse et des bourgeois. En effet, un manifeste publié dans les journaux avait convoqué à cet endroit tous les souscripteurs du banquet réformiste. Le ministère, presque immédiatement, avait affiché une proclamation l'interdisant. La veille au soir, l'opposition parlementaire y avait renoncé. Mais les patriotes, qui ignoraient cette résolution des chefs, étaient venus au rendez-vous, suivis d'un grand nombre de courriers. On ne savait pas si le banquet aurait lieu, si le gouvernement exécuterait sa menace, si les gardes nationaux se présenteraient. On en voulait aux députés comme au pouvoir. La foule augmentait de plus en plus, quand tout à coup vibra dans les airs le refrain de la Marseillaise. C'était la colonne des étudiants qui arrivait. Ils marchaient au pas sur 2 files en bon ordre, l'aspect irrité, les mains nues, et tous criaient par intervalles « Vive la réforme! À bas Guizot !» Les amis de Frédéric étaient là, bien sûr. Ils allaient l'apercevoir et l'entraîner. Ils se réfugièrent vivement dans la rue de la Table. Quand les étudiants eurent fait 2 fois le tour de la Madeleine, ils descendirent vers la place de la Concorde. Elle était remplie de monde, et la foule tassée semblait de loin un champ d'épis noirs qui oscillait. Au même moment, des soldats de la ligne se rangèrent en bataille à gauche de l'église. Les groupes stationnaient cependant. Pour en finir, des agents de police en bourgeois saisissaient les plus mutins et les emmenaient au poste. Frédéric, malgré son indignation, resta muet.
On aurait pu le prendre avec les autres, et il aurait manqué Madame Arnoux. Peu de temps après, parurent les casques des municipaux. Ils frappèrent autour d'eux à coups de plans de sabre. Un cheval s'abattit. On courut lui porter secours, et dès que le cavalier fut en selle, tous s'enfuirent. Alors, il y eut un grand silence. La pluie fine, qui avait mouillé l'asphalte, ne tombait plus. Les nuages s'en allaient, balayés mollement par le vent d'ouest. Merci Marie-Noëlle pour ce premier texte. On va enchaîner donc avec une contribution des débuts de cette révolution et de cette république. Les deux, dans cette période-là, sont intimement mêlés. Donc Colette, on t'écoute pour une 30 minutes si possible. Oui. Alors, deux choses. La première, c'est que je ne comprends pas du tout pourquoi j'ai un micro alors qu'on en a mis un là. Donc je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse. Je parle dans le micro. Oui. Je ne fais rien. Voilà. Comme ça me va très bien. La deuxième petite chose que je voulais dire, c'est qu'il y a 55 ans, je passais le bac au lycée Cézanne, et c'est vrai que ça me fait tout drôle d'y revenir parce que je n'y étais pas revenue depuis. Voilà, donc bonsoir. Puisqu'il m'appartient de commencer cette conférence, il paraît impossible de commencer sans vous donner une petite trame. D'abord, comme tous les historiens, bien sûr, un contexte. Ensuite, une frêle chronologie, je dirais frêle parce que la période est si foisonnante qu'il m'a été extrêmement compliqué de choisir quelques événements, quelques dates. Et puis, troisièmement, je vous parlerai des acquis de la Révolution de 48, de la Deuxième République, en tous les cas, ce qui nous reste toujours aujourd'hui, même si cette République a été oubliée. Donc, cette Deuxième République, je vous en rappelle les dates. Le 28 février 1848, Marie-Noëlle vient de nous parler du 22 février, donc le début de la Révolution. Et cette Deuxième République se termine le 2 décembre 1851. C'est une période brève, vous avez noté, pas tout à fait 4 ans. Et pourtant, 4 années importantes, enfin, elles sont toutes importantes. Cette Seconde République succède à ce qu'on appelle la monarchie de Juillet. Cette monarchie de Juillet qui va de avril 1830 à février 1848 et dont le dirigeant est Louis-Philippe. Je vous rappelle quand même aussi la grande sœur de cette Deuxième République, c'est-à-dire la Première République, cette Première République qui va du 22 septembre 1792 au 18 mai 1804. Donc quelques éléments d'un contexte de l'avènement de cette Quatrième République. Alors, plusieurs éléments évidemment dans ce contexte. D'abord, il faut savoir qu'en 1848, la France est une monarchie constitutionnelle. Elle a à sa tête Louis-Philippe Ier. Louis-Philippe Ier, son père était le cousin de Louis XVI. Il n'est donc pas de la branche des Bourbons, mais de la branche dite des Orléans. C'est important. En tous les cas, ça l'était pour les monarchistes. Et ce Louis-Philippe est à la tête du pays depuis 1830. C'est une monarchie autoritaire. La presse est muselée. Les réunions sont interdites. Depuis 1810, il y a un délit de coalition, c'est-à-dire que les Français n'ont pas le droit de se réunir, quelle que soit la raison, sans en avoir l'autorisation. Ils n'ont évidemment pas le droit de faire grève. Ce qui est, à part le dirigeant le plus important, me semble-t-il, est de ne pas oublier que la France est un pays à 75% rural. C'est extrêmement important parce que, évidemment, au règne du portable et de l'intelligence artificielle, il est assez compliqué de comprendre que quand même, les gens ne sont pas tous au courant au même moment et vivent des choses extrêmement différentes suivant les endroits où ils se situent sur le territoire. Et que bien sûr, il n'y a pas que Paris, il y a aussi la campagne.
Cette France connaît bien sûr un frémissement d'urbanisation. Il y a des villes et ces villes ont une population qui augmente. Bien sûr, c'est l'émergence de la grande industrie, particulièrement à ce moment-là de l'industrie textile. C'est le cas à Lyon, c'est aussi le cas dans le nord, dans l'est, et bien sûr avec la grande industrie, les ouvriers. Il y a par exemple un tiers des Parisiens qui sont des ouvriers. Ça, c'est une chose importante. Mais ces ouvriers sont essentiellement dans les villes. Face à l'affirmation d'une bourgeoisie industrielle, bien sûr, face au pouvoir social et politique des propriétaires terriens, qui est extrêmement importante, qui est extrêmement fort, c'est ce qu'on appelle les notables, eh bien, il y a également l'Église et son emprise particulièrement sur les campagnes. Nous arrivons à 1846-1847, eh bien, la France connaît d'énormes difficultés. Quand je dis la France, ce sont les Français. Il y a eu des récoltes difficiles, des récoltes insuffisantes, particulièrement pour le blé et la pomme de terre, ce qui est la base quand même de la nourriture des Français, le pain étant la base de leur nourriture. Cette grave crise frumentaire a entraîné des problèmes dans l'industrie, parce que la préoccupation étant uniquement de se nourrir, et ce qu'on a gagné ne servant qu'à se nourrir, eh bien, l'artisanat et l'industrie voient leur production un peu délaissée. Cette industrie et l'artisanat qui voient donc une surproduction, et cette surproduction se termine par le chômage d'une bonne partie de la population, et c'est le cas à Paris, puisque les ouvriers sont au chômage, ce qui pose un grave problème. Enfin, pas tout à fait enfin, mais il faut se souvenir que le suffrage, à ce moment-là, en 1848, est un suffrage censitaire, que le combat politique, j'en parlerai un petit peu plus après, le combat politique se focalise sur l'accroissement de la population électorale. Le suffrage censitaire, évidemment, pas évidemment, le suffrage censitaire fait que seules 250 000 personnes peuvent voter, et donc l'opposition de gauche, c'est un peu large, mais l'opposition, on va dire, l'opposition républicaine, peut-être pour être plus dans le vocabulaire du temps, l'opposition républicaine se focalise sur ce problème de l'accroissement de la population électorale. Et il va y avoir le déclenchement de la Révolution par la campagne des banquets. C'est ce que vient de nous lire Marie-Noël. Que se passe-t-il ? Qu'est-ce qu'un banquet ? Eh bien, étant donné qu'il est interdit de se réunir, les révolutionnaires, les républicains, vont trouver comme moyen possible tout de même de se réunir, de discuter et d'échanger, eh bien, par ce qu'ils appellent la campagne des banquets, tout simplement des banquets. On se réunit pour manger, pour boire, ce qui, là, n'est pas interdit, mais bien entendu, on en profite pour parler politique et pour porter des toasts à la République. Ceci n'étant pas du goût de Louis-Philippe, eh bien, il va y avoir l'interdiction d'un de ces banquets, ce qui va mettre le feu aux poudres. Dernier élément du contexte de cette révolution, c'est aussi une crise morale d'un point de vue politique. Que se passe-t-il ? Eh bien, on commence à connaître dans les journaux des affaires de corruption et particulièrement des achats de votes à l'Assemblée. Ceci donc commence à se savoir surtout à Paris, et il y a aussi des affaires de mœurs. Il y a le duc de Choiseul-Praslin, par exemple, qui tue son épouse et se suicide ensuite, mais il était député, c'est tout de même
pas tellement du goût des Français. Donc un mécontentement populaire important, un mécontentement populaire parce qu'on a faim, et un mécontentement politique d'une partie de la bourgeoisie. Ce qui entraîne la manifestation du 22 février 1948, que nous a donc décrite Flaubert. Le 22 février 1948, c'est l'explosion. Et le 23 et le 24, Paris se couvre de barricades. Il y a des manifestations. Et là, la garde nationale pactise. Qui sont les gens de la garde nationale? Eh bien, ce sont essentiellement des bourgeois. Et les bourgeois font partie de ces gens qui réclament la possibilité de voter. Ils vont donc ne pas réprimer, mais pactiser avec les révolutionnaires. Quelques éléments de chronologie, c'est indispensable, même si ce n'est pas toujours facile. Ce que j'appellerais, moi, les 70 jours de la République démocratique et sociale. Ça, vous allez l'entendre souvent, République démocratique et sociale. 70 jours. Je reprends bien sûr là la chronologie de Maurice Agulon, qui a travaillé sur cette question. Donc du 24 février 1948, abdication. Louis-Philippe ne résiste pas longtemps. Du 22 février au 24, le 24 il abdique. Et cette première période que j'appelle la République démocratique et sociale, c'est jusqu'au 4 mai 1948. 70 jours. Ça n'est pas très long. Donc, après une période d'insurrection et de révolution, Louis-Philippe abdique. Un gouvernement provisoire de 11 personnes, c'est le gouvernement provisoire que vous avez sous les yeux, que vous allez avoir bientôt sous les yeux. Voilà. Donc, 11 personnes, c'est un éventail assez intéressant du panel politique de la France à ce moment-là. Il y a particulièrement 2 personnes intéressantes, parce qu'elles ne vont pas durer longtemps, il faut en profiter. Ce sont... J'ai fait des bêtises? Non. Ce sont ceux qui sont entourés en rouge, Louis Blanc et Albert, dit l'ouvrier Albert, qui sont 2 socialistes. Donc vous avez un gouvernement provisoire de 11 personnes, dont 2 socialistes. Ça, c'est important. Vous avez une grande partie de républicains, des républicains on dit républicains de la veille, c'est-à-dire des républicains convaincus depuis longtemps, contrairement à ceux qui vont ensuite rallier la République et qu'on appelle les républicains du lendemain, même s'ils sont quand même républicains, avec là des noms auxquels a fait allusion Gérard, des noms dont vous pourrez voir quelques traces dans les rues, particulièrement pour Ledru-Rollin, Marie, Garnier-Pagès et Lamartine, bien sûr, puisque c'est notre poète national qui va diriger en quelque sorte ce gouvernement provisoire. Le 21 mai, le 21 avril, pardon, mars, c'est le 21 mars. Voilà, le 21 mars, je donne la parole à Marie-Noël. Elle va nous parler de la fête de la fraternité qui se déroule à ce moment-là. Précisément, c'est le 20 avril 1848. Et en fait, c'est une sorte de fête de la Fédération. Et là, c'est Georges Sand qui va s'exprimer dans une lettre à Maurice Sand, à son fils. Et c'est un extrait donc de sa correspondance. La fête de la fraternité a été la plus belle journée de l'histoire. 1 million d'âmes, oubliant tout tranquille, tous différents intérêts, pardonnant au passé, se moquant de l'avenir et s'embrassant d'un bout à l'autre de Paris au cri de vive la fraternité. C'était sublime.
Du haut de l'arc de l'étoile, le ciel, la ville, les horizons, la campagne verte, les dômes des grands édifices dans la pluie et dans le soleil. Quel cadre pour la plus gigantesque scène humaine qui se soit jamais produite. De la Bastille, de l'Observatoire à l'Arc de Triomphe, et au-delà et en deçà, hors de Paris, sur un espace de 5 lieues, 400 000 fusils pressés contre un mur qui marche, l'artillerie, toutes les armes de la ligne, de la mobile, de la banlieue, de la garde nationale, tous les costumes, toutes les pompes de l'armée, toutes les guenilles de la scène canaille, et toute la population de tout âge et de tout sexe pour témoins, chantant, criant, applaudissant, se mêlant au cortège. C'était vraiment sublime. Et le soir, les illuminations, le défilé des troupes, la torche en main, une armée de feu. Ah, il faut que tu viennes, Samé. Quand même, on devrait brûler l'or pendant ce temps-là. Le camembert, s'il te plaît. Donc, dans cette partie première, qui est la République démocratique et sociale, après la prise du pouvoir par le gouvernement provisoire, bien sûr, des élections sont convoquées pour une assemblée constituante. Cette assemblée constituante, les élections ont lieu le 23 avril 1848 et ces élections ont lieu au suffrage universel masculin. Je ne sais pas pourquoi on continue à dire suffrage universel masculin. C'est le suffrage masculin. Il n'est pas universel s'il est masculin. Mais bon, je sacrifie à l'habitude. Mais voilà. Donc, le 23 avril, la France a voté et vous avez les résultats sur le tableau. Comme vous voyez, il y a 150 socialistes, ce qui est non négligeable, 500 républicains modérés et les monarchistes, seulement 250. C'est donc une chose intéressante, mais ce n'est quand même pas ce que souhaitaient au départ les révolutionnaires, bien sûr. Et avec la réunion de avec la première réunion de cette constituante, se termine en fait la République démocratique et sociale. C'est donc la deuxième partie, de mai 48 à juin 49, la République modérée qui va s'imposer. Cette constituante décide de nommer une commission exécutive. Le gouvernement provisoire n'a plus lieu d'être, c'est une commission exécutive qui va assurer l'exécutif, et cette commission ne comprend plus de socialistes. Il y a des républicains, 5 républicains qui étaient déjà au gouvernement provisoire, Arago, Garnier-Pagès, Marie, Lamartine, Ledru-Rollin, mais les éléments socialistes ont disparu. Alors bien sûr, il y avait dans l'esprit des révolutionnaires quelque chose qui avait été possible, et là, quelque chose qui ne l'est plus. Et donc, une deuxième insurrection a lieu. Elle commence le 21 juin. Le 21 juin 1948, il y a toujours du chômage, il y a toujours une population en grande difficulté qui ne voit pas de réforme comme elle le souhaitait, qui ne voit pas son droit au travail respecté. Et c'est de nouveau, 23, 24, 25 juin, une insurrection, des barricades. Paris se couvre de barricades. Et là, contrairement à la révolution de février, eh bien, c'est réprimé dans le sang. Un véritable massacre. Le massacre, c'est environ 4000 personnes qui sont tuées, mais aussi la répression, c'est-à-dire 15 000 arrestations et un grand nombre de déportations après jugement. La déportation était à ce moment-là en Algérie. Donc, nombreux sont les éléments d'extrême gauche qui sont déportés. En fait,
toute la partie socialiste de la Révolution est définitivement éliminée. C'était l'insurrection du désespoir. Juillet-août 1948, eh bien, de nouvelles élections, des élections municipales qui, là, vont se passer dans le calme. Et le 4 novembre 1948, la nouvelle constitution est votée par l'Assemblée constituante. Cette nouvelle constitution prévoit la séparation de l'exécutif et du législatif, prévoit un président élu pour 4 ans et non rééligible, et surtout, bien sûr, le droit au travail n'est pas inscrit dans la Constitution. Je vous rappelle qu'il est dans la nôtre. Nous allons arriver au 10 décembre 1948, rapidement, puisque élection du président de la République, bien sûr, suivant la Constitution. Et le 20 décembre, les résultats sont que Louis-Napoléon Bonaparte est élu président. Il forme un ministère, là, cette fois-ci, ça n'est pas sans socialiste, c'est sans républicain. À la suite de l'élection du président de la République, vont avoir lieu les élections législatives, puisque jusqu'à présent nous avions une constituante. Les législatives ont lieu le 13 mai 1849, 750 représentants, et là, il y a 500 conservateurs. Est-ce que tu as la carte de mai 49? Voilà. C'est celle-là. Oui, c'est celle-là. Oui. Donc, on voit dans sur cette carte le résultat des élections. Et vous pouvez quand même noter que le vote à gauche n'est pas uniquement en ville. Vous y voyez clairement qu'un certain nombre de départements votent à gauche. Et ce qui est assez surprenant, c'est que cette géographie électorale va perdurer. Il y a bon nombre de départements qui, traditionnellement, vont voter à gauche, et ce jusqu'au XXe siècle. Il n'empêche que la réaction est au pouvoir. L'Assemblée a une immense majorité de réactionnaires. Troisième partie de cette République, eh bien, la République autoritaire, bien sûr. Nous avons vu que Louis-Napoléon avait été élu président. Il va pas tarder à vouloir tout diriger. Donc, Louis-Napoléon Bonaparte est arrivé au pouvoir, il s'est appuyé sur les notables, bien sûr, mais il n'avait pas de parti particulier. Il avait une petite aura sociale. C'est quelqu'un qui a vécu la plupart de son temps en exil, qui avait quelques idées sur le paupérisme, mais qui portait quand même bien le nom de Bonaparte. Donc, il s'est appuyé sur les conservateurs, bien sûr, pour asseoir son autorité et former sa garde prétorienne en quelque sorte. Que va-t-il sortir de cette période entre juillet 1949 et le 2 décembre 1951 2 décembre 1951, ça vous dit peut-être le jour du coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte. Eh bien, il va y avoir deux choses. D'abord, la loi Fallou. Alors évidemment, je vais vous parler en 10 secondes de la loi Fallou, c'est dramatique, mais il était bien convenu que l'esprit de libre examen, on va dire, chez les pauvres, prédispose au socialisme, ce qui n'est évidemment pas une bonne chose, et que seul l'enseignement de la religion pourrait inculquer le respect pour l'ordre et pour la propriété. Et donc, cette loi Fallou va permettre à l'Église d'entrer dans l'université, d'ouvrir des écoles. Les religieux ne sont pas soumis à une nécessité de diplôme pour ouvrir leur école. Et donc, il va y avoir un grand nombre d'écoles congrégationnistes qui vont s'ouvrir. Et puis,
on a quand même remarqué que les instituteurs n'étaient pas toujours de bons conseils quand il s'agissait de voter, particulièrement dans les campagnes, et donc il va y avoir une mise sous surveillance en quelque sorte des instituteurs par leur hiérarchie, après une épuration non négligeable. Un grand nombre d'instituteurs vont être destitués pour des propos un peu trop à gauche. La deuxième chose de cette période de la République autoritaire, eh bien, c'est un retour au suffrage censitaire. C'est une courte période, puisque Louis-Napoléon Bonaparte va rétablir le suffrage universel masculin dès qu'il sera empereur. Mais là, pour l'instant, un tiers de l'électorat est amputé. La possibilité de voter est soumise au fait d'être depuis 3 ans au même domicile, ce qui évidemment exclut pratiquement la grande majorité des pauvres de ce pays qui vont d'un lieu à l'autre cherchant du travail, bien sûr. Louis-Napoléon Bonaparte va évidemment essayer d'imposer à l'Assemblée, même si elle est réactionnaire, une révision de la Constitution permettant au président de la République de se représenter, puisque, ayant été élu, normalement, la Constitution ne lui permet pas d'être de nouveau candidat. Il va tenter donc de les convaincre, mais l'Assemblée va refuser. Elle ne va pas lui permettre de se représenter, et donc c'est le 2 décembre 1851, Louis-Napoléon Bonaparte dissout l'Assemblée législative et prend le pouvoir. C'est le coup d'État. Il y a eu une faible résistance à Paris à ce coup d'État, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Par contre, elle a été forte en région. Et elle a été forte en région un peu en suivant la géographie du vote démocrate socialiste. Il va y avoir, particulièrement dans la région, ici, les Alpes de Haute-Provence, les Hautes-Alpes, le Var, des manifestations, plus que ça, des insurrections, et là encore, une répression très importante. Un petit village des Alpes de Haute-Provence que je connais bien, qui a une petite population d'une centaine d'habitants, eh bien, s'est révolté. Et il y a eu parmi les gens qui ont été arrêtés, des gens condamnés, dont l'un a été déporté en Algérie. Donc une répression importante. Voilà donc pour ces 3 parties, la République démocratique et sociale, la République un peu fraîche, et puis la République autoritaire. J'espère que je n'ai pas pris trop de temps. C'est parfait? Bien. Donc, je vais... il me reste combien de temps? Parce que... 3-4 minutes. Ouf! Alors, il faut que je me dépêche pour vous donner l'héritage de cette Deuxième République. 5 minutes quand même. Alors, je vais aller vite. Mais c'est très important. Pour commencer, ce qui va vous faire rire, le timbre-poste. Alors bien sûr, c'est peut-être anecdotique, ça ne l'est pas vraiment. Jusque-là, vous étiez obligé de payer votre courrier et vous le payiez en fonction de la distance. Avec 1848, eh bien, dorénavant, il y a un timbre-poste, vous mettez une somme dans ce timbre-poste et quel que soit l'endroit où vous envoyez votre courrier en France, c'est le même prix. Deuxième, plus important peut-être, la devise de la République française. Liberté, égalité, fraternité, c'est 1848. Cette devise, nous la devons à Robespierre. Il l'a proposée dès décembre 1790 et elle est adoptée officiellement comme la devise de la République française. C'est toujours le cas aujourd'hui. Juste une petite précision, même si j'ai plus de temps, elle est souvent décortiquée, cette devise. Et pourtant,
Liberté, égalité, fraternité, ça ne se décortique pas. Et c'est comme ça qu'elle a été conçue. Ce sont les trois ensemble. Il ne peut pas y en avoir deux et un troisième dont on verra plus tard ce qu'on en fait. Non. La devise de la République, ce sont les trois termes conjugués. Un héritage de 1848, c'est le suffrage universel masculin. Ben oui, c'est vrai qu'à chaque fois, ça me... Mais bon. Avant la Révolution, donc sous la monarchie de Juillet, vous vous rappelez, je vous ai parlé du sens, c'est-à-dire qu'il fallait pour être électeur avoir 25 ans, enfin d'abord être un homme, évidemment, avoir 25 ans, et payer plus de 200 francs de contribution directe. C'était très important. C'était même énorme puisque ça éliminait du vote la plus grande partie de la bourgeoisie de base qui a donc participé à cette révolution. Avec le 5 mars 1848, il faut toujours être un homme. Et il faut avoir 21 ans et plus de conditions de sens. Ainsi, sur une population française qui est environ de 26 millions d'habitants, les électeurs passent de 250 000 à environ 9 millions. C'est assez important. Et à part la petite période pendant laquelle il y aura un suffrage censitaire, dorénavant, il n'y aura plus que le suffrage universel masculin jusqu'à 1944 où nous aurons le vrai suffrage universel. La première échéance électorale est en avril 1948. Ce sont les élections à l'Assemblée constituante. Je crois qu'il ne me reste plus de temps, c'est ça ? 3 minutes. Bien, ce qui me paraît important dans ce suffrage universel, c'est que pendant cette période de 1948, les Français vont aller voter 4 fois. Ils vont aller voter 4 fois et ils vont apprendre de ce vote. Je pense que c'est vraiment très important. Alors, ils y vont la première fois. Je vous rappelle que la France est à 75% paysanne. Ils y vont ensemble, au chef-lieu de canton. Ils y vont sans isoloir, sans bulletin, accompagnés du curé, du maire. Tout le monde vote, et tout le monde vote pratiquement unanimement. Beaucoup ne savent pas écrire. Ceux qui savent écrire aident ceux qui ne le savent pas. Et on vote unanimement parce qu'on pense qu'il ne peut y avoir d'ordre, il ne peut y avoir de félicité que dans l'unanimité. Et avec le vote et l'individualisation du vote, les choses vont changer. Ça me paraît très important. Il faut comprendre qu'au XIXe siècle, évidemment, c'était pas la même chose qu'aujourd'hui, la mentalité était extrêmement différente et on n'imaginait pas que le pluralisme puisse être un des composants de la démocratie et puisse apporter quelque chose. Il fallait être unanime. Et avec les votes qui se succèdent et l'apprentissage individuel du vote, parce qu'en plus, peu à peu, il va y avoir, non pas des isoloirs, l'isoloir c'est 1913, mais il va y avoir des bulletins, il va y avoir des listes, ça va s'améliorer un petit peu. Ça n'est plus la grande foire de la première élection, mais tout de même, chacun va voter et chacun va exprimer ce qu'il pense sans forcément en rendre compte à la communauté. Ça, je pense que c'est très important. Le geste même, de toute façon, de voter a un effet politisant et en produisant des clivages, parce que tous ne votent pas de la même façon, eh bien, l'élection va pas cesser d'aller contre cette utopie de l'unité, de l'unanimité.
C'est aussi l'occasion des discussions dans des clubs. Et bon, j'ai pas le temps, il faut que je finisse. C'est ça, j'ai encore l'abolition de l'esclavage. Donc, excusez-moi, je termine. Et c'est l'abolition de l'esclavage. Alors, cette abolition de l'esclavage, il a lieu le 27 avril 1848, avec le décret le 4 mars 1848. L'esclavage avait déjà été aboli, je vous rappelle, en 1794, le 4 février 1794, par la Première République, mais il avait été rétabli par Napoléon Ier en 1802. Cette abolition de l'esclavage, il faut quand même que je puisse en dire un mot. C'est, comment dire, pour aller vite, il y a une régression par rapport à 1794. Pourquoi ? Parce que le décret de 1848, certes, abolit l'esclavage, mais prévoit une indemnisation des colons. Alors que la Première République avait le sentiment de mettre fin à un crime, estimant que l'esclavage était un crime, eh bien, la Deuxième République a une façon d'envisager l'esclavage, la fin de l'esclavage, d'une façon un peu différente. L'esclavage est tout de même aboli, et vous en avez là une représentation. C'est un tableau, bien sûr. Et ce tableau est assez contestable. On y voit bien sûr le gentil blanc qui abolit l'esclavage, qui libère de ses chaînes l'esclave. Je vous lis d'abord les 3 lignes de Victor Hugo. Dans Chose vue, c'était par le plus beau soleil du monde, au moment où le gouverneur proclamait l'égalité de la race blanche, de la race mulâtre et de la race noire, il n'y avait sur l'estrade que 3 hommes, représentant pour ainsi dire les 3 races. Un blanc, le gouverneur, un mulâtre qui lui tenait le parasol et un nègre qui lui portait son chapeau. Donc je crois que voilà, Victor Hugo a bien résumé la situation. Il y a eu en 2020, je pense que vous en avez entendu parler, des choses qui se sont passées, particulièrement à la Martinique, où on a déboulonné un certain nombre de statues, particulièrement celle de Victor Schœlcher. Victor Schœlcher qui a participé à la commission pour l'abolition de l'esclavage, parce que, évidemment, dans notre représentation, nous avons donné la liberté aux esclaves sans donner davantage de renseignements sur la lutte importante de tous ces esclaves pendant ces centaines d'années pour se libérer, pour essayer de se libérer, et surtout revient ce qu'on appelle les nègres marrons, c'est-à-dire tous ces esclaves qui se sont sauvés, qui ont vécu en dehors des plantations et qui ont essayé de donner un coup de main à leurs frères esclaves. Donc la population des colonies n'aime pas trop cette façon de célébrer l'abolition de l'esclavage. Cet esclavage n'a bien sûr pas été terminé dans toutes les colonies au même moment, tout simplement d'abord parce qu'il fallait du temps pour que le décret arrive dans les colonies, je pense particulièrement à la Réunion. C'est aussi parce que si la récolte de la canne à sucre était terminée à la Martinique, puisque c'est l'hémisphère nord, à la Réunion, la récolte n'était pas terminée et les colons ont souhaité que se termine la récolte avant de libérer les esclaves. Bien, eh bien, il ne me reste plus qu'à conclure, si j'ai bien compris, que je suis largement en dehors. Bien, donc une expérience politique originale, bien sûr, que cette foisonnante Deuxième République, ces 4 années qui sont bien mal connues. Un échec si l'on considère bien sûr les aspirations au départ des démocrates socialistes et de la République démocratique et sociale, mais aussi à un moment qui fait date concernant quelques acquis,
c'est un apprentissage indéniable de la République, suivant le mot de Maurice Agulon. Je vous remercie. Merci. Merci Colette pour ce panorama bien complet. Ça va être compliqué d'enchaîner ensuite, mais on essaiera de prolonger un peu le propos. On va enchaîner du coup avec un texte d'un auteur très connu des Aixois, puisqu'il s'agit d'Émile Zola, qui a été élève ici au lycée minier. Le collège minier, c'était un lycée autrefois, c'était le lycée d'Aix. Donc un texte d'Émile Zola, Marie-Noël, c'est ça, extrait des Mystères de Marseille. Alors oui, c'est un roman historique qui n'est pas plus connu, mais c'est intéressant parce que on voit qu'il y a On verra dans le débat. Des mouvements sociaux et révolutionnaires. Je vais élaguer moi aussi, je vais élaguer. Il y a des choses que tu as dites. Dans ce passage, il s'agit du mouvement social des 22 et 23 juin 1848. Cette colonne, partie de la gare du chemin de fer, n'était alors composée que de quelques centaines de travailleurs. Mais à mesure qu'elle s'avançait, elle recrutait tout le peuple qui se trouvait sur son passage. Les hommes et les femmes, la population flottant des rues étaient entraînés par ce torrent de foule qui se précipitait des hauteurs de Marseille. Lorsque la manifestation déboucha de la rue de Noailles, elle s'étendit au bas du cours comme un flot formidable. Il y avait là des milliers de têtes qui s'agitaient avec un long balancement, pareil aux vagues d'un océan humain. Un bruit sourd, confus, semblable à la voix rude de la mer, courait dans les rangs de cette foule. D'ailleurs, elle avait un calme effrayant. Elle avançait sans pousser un cri, sans commettre aucun dégât, sombre et muette. Elle tombait, elle roulait sur Marseille. Elle semblait ne pas avoir conscience de ses actes et obéir à des lois physiques de chute et d'emportement. Une roche énorme, lancée de la plaine, eut ainsi roulé jusqu'au port. Les blouses blanches et bleues dominaient dans les rangs. Il y avait quelques jupes éclatantes de femmes. On apercevait de loin les taches noires des paletot, les vêtements sombres que portaient des hommes auxquels le peuple semblait obéir. Et la foule descendait la Canebière, coulant entre les maisons comme une eau vivante, pleine de reflets barbelés, avec un grondement menaçant. Au premier rang, au milieu d'un groupe d'ouvriers, marchait Philippe Caillol, jeune républicain. Il portait une redingote noire qu'il avait boutonnée entièrement et qui lui serrait la taille, ainsi qu'une tunique militaire. On sentait qu'il était prêt pour la lutte, qu'il l'attendait et la désirait. Les yeux clairs, les lèvres pincées. À quelle heure il a dit qu'il fallait rendre la salle 8h30. Je n'ai pas entendu, je vais te redemander. Pâle et silencieux, le regardait par instant et semblait attendre ses ordres. Comme la colonne entrait dans la rue Saint-Féréol, il y eut du tumulte. La rue, jusqu'à la place qui la termine, était vide. Quelques boutiquiers avaient fermé leurs magasins. Du monde regardait par la fenêtre. Un silence de mort régnait, coupé seulement par le bruit profond des pas de la foule. Et le flot humain continua à rouler ainsi jusqu'à la place Saint-Féréol. Là, à quelques mètres de la place, un cordon de troupes fermait la rue. La foule était sans armes, et les baïonnettes des soldats luisaient au soleil. Des murmures de colère et de surprise coururent dans les premiers rangs, et s'étendirent avec rapidité d'un bout à l'autre de la colonne, dont la queue se trouvait encore sur la Canebière. Les ouvriers disaient à voix basse et grondante qu'on voulait les égorger, qu'ils devaient être entourés de troupes et qu'on avait autorisé la manifestation que pour les massacrer à l'aise. Pendant que ces murmures grandissaient, 4 délégués sortirent des rangs et demandèrent à être introduits auprès du commissaire du gouvernement, ainsi que cela avait été convenu la veille. Ils venaient à peine de disparaître derrière la ligne des soldats qu'un fait irréparable se produisit. Fait dont les conséquences furent sanglantes. La queue de la colonne, en entendant parler de troupes armées, de baïonnettes et de massacres, crut sans doute que les ouvriers du premier rang étaient égorgés. Elle se mit à pousser furieusement. Obéissant au mouvement irrésistible de cette masse d'hommes, le groupe qui entourait Philippe dut avancer de quelques pas, les bras croisés sur la poitrine,
pour montrer qu'ils n'avaient aucune pensée d'attaque et qu'ils obéissaient à une simple pression, les ouvriers arrivèrent ainsi devant les soldats. En les voyant approcher, un officier, perdant la tête, ordonna brusquement de croiser les baïonnettes. Et les baïonnettes, blanches et aiguës, s'abaissèrent, se tournèrent vers le peuple. Il y eut une tentative désespérée de recul. Philippe et les siens se jetèrent en arrière, voulant arrêter la foule énorme et écrasante qui les poussait à la mort. Mais ce mur vivant était impénétrable et s'avançait pareil à un mur de pierre. Forcément, fatalement, les ouvriers arrivèrent sur les pointes des baïonnettes que les soldats tenaient en arrêt. Ils virent ces pointes devant leur poitrine et les sentirent qui entraient peu à peu dans leur chair. Pendant que le général qui commandait les troupes faisait un geste de désespoir et ordonnait de relever les baïonnettes, on raconte qu'une voix claire criait de la place impériale « Piquez donc ces canailles !» Et aux fenêtres d'un cercle aristocratique voisin, des messieurs bien mis applaudissaient en voyant couler le sang du peuple, comme s'ils eussent été dans une loge, égayés par les farces d'un acteur. Au premier coup de baïonnette qui fut porté, les ouvriers ont des cris de rage et de terreur. Cette foule qui était restée silencieuse devint folle en se voyant attaquée sans avoir été avertie par aucune sommation légale. Elle n'avait que ses poings pour se protéger contre les fusils qui la menaçaient. Merci. Paul, on a jusqu'à quelle heure à peu près pour la salle? La salle, c'est 20h30. 20h30. Il faut finir la conférence bien avant. Oui, bien avant. À 8h, ça irait? Maximum. Maximum, d'accord. Donc je vais essayer de... Colette a dit beaucoup de choses, donc je vais élaguer pas mal de commentaires. Essayer de prolonger un peu ton propos, Colette, avec au fond 3 parties qui devraient nous amener un petit peu avant 20h. Revenir un petit peu sur la crise des monarchies que tu as évoquée de façon assez complète, mais voir un petit peu l'articulation avec la République. Un deuxième temps sur la relance de l'idée républicaine, parce que c'est toujours intéressant de voir comment une république qui est interdite quasiment sous la monarchie de Juillet, les républicains doivent se cacher, doivent appartenir à des sociétés secrètes. Ça n'empêche que le mouvement républicain continue. Il en est toujours ainsi. Des idées sous des dictatures ou sous des régimes autoritaires, les idées continuent en sous-sol à s'exprimer et à se diffuser. Et puis en conclusion, j'utiliserai un ouvrage que je conseille à tous, un ouvrage de Samuel Hayat qui s'appelle « Quand la République était révolutionnaire ». Je conclurai là-dessus parce qu'au fond, dans cet ouvrage, Samuel Hayat dit des choses qui nous rapprochent d'aujourd'hui, pose des questions pour aujourd'hui. C'était un peu le but, Paul, quand tu avais initié ce cycle sur les républiques. Alors, rapidement, sur la monarchie qui précède, il faut voir qu'elle a des carences. Tu y es revenu dessus, Colette. Une des plus évidentes, et je vais passer très vite là-dessus, de ses faiblesses, c'est qu'elle n'a jamais voulu, au contraire de son voisin de Grande-Bretagne, établir un régime parlementaire, avoir un roi, mais c'était un roi qui gouvernait. Et il n'a jamais été possible, et Guizot, par exemple, qui était le grand ministre de la monarchie de Juillet, n'a jamais voulu répondre, y compris aux représentants de la bourgeoisie, d'élargir le corps électoral. C'est ça qui, au fond, en plus de la crise que tu as bien décrite, économique et sociale de cette monarchie de Juillet, c'est ça qui a acté le mouvement républicain et l'arrivée de la République en février 1948. Il n'y avait pas de fatalité à ce moment-là, à ce que la République advienne. Parce qu'au fond, et ça a fait l'originalité de la France à ce moment-là, et ce qu'on va essayer de voir, c'est pourquoi ce mouvement républicain ressurgit, au fond, en 1948. La première des choses, donc, c'est le déni des libertés qui a été incapable de mettre en place la monarchie, et où il y aurait pu avoir, à un moment, ils auraient pu faire appel à Thiers, par exemple, qui a été l'homme par excellence pour remplacer Guizot. C'est quelque chose, il y a eu une impossibilité de réforme de la monarchie en France. Et c'est ça qui a fait qu'elle est tombée. Et c'est le dernier moment où la monarchie a existé dans ce pays, puisque ce qui va succéder, ce sont les 2 républiques dont tu as parlé, l'Empire, la Troisième République, etc.
et puis le régime de Vichy, qui est une parenthèse, et plus qu'une parenthèse. Donc je vais essayer d'enchaîner directement sur, au fond, la persistance d'une tradition républicaine. Comment ces républicains, dans cette période-là, continuent à porter leurs idées. Alors il y a d'abord le fait que dans ces républicains libéraux, ils n'aiment pas du tout la République, tu l'as bien expliqué, ils vont s'y rallier, parce que la République, ça va être un régime de facto en février 1948, un régime de fait. On ne peut pas revenir à la monarchie, on ne peut pas encore revenir à l'Empire, Napoléon III n'est même pas encore là, il n'est même pas en France, il est toujours à Londres, donc c'est la République qui s'impose. Et puis, cette idée républicaine, elle transparaît avec, je dirais, deux angles, deux pentes. La première, c'est qu'il y a des historiens de la Révolution française. Alors, il y en a un qui est très connu ici, c'est Minier, qui écrit une assez belle histoire de la Révolution française, et l'autre, c'est Thiers, un Aixois et un Marseillais. Donc, là, ça pénètre un petit peu dans l'université, mais ce sont des histoires libérales de la Révolution française. Il faudra attendre plus tard pour avoir des histoires plus sociales. Ensuite, très intéressant, ce qui va se passer, c'est la tradition des sociétés secrètes. Et il est interdit d'être républicain, il n'est pas interdit de se cacher pour se rencontrer entre républicains, parler de la République et établir l'envie de changer un peu, peut-être pas le monde, mais de changer au moins ce régime. Et il y a donc toute une tradition républicaine qui se prévaut. Il y a un ouvrage qui s'appelle « Le catéchisme républicain », qui paraît en feuilleton sous le manteau dans un journal qui s'appelle La Glaneuse. Et ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est que chez ces républicains, ils se raccordent à ce qui a été la tradition de l'an 2 et de l'an 3 de la Révolution française, que Yannick Bosc a bien exposé ici, c'est-à-dire la sainte égalité des sans-culottes. Là, il y a donc un courant républicain très fort, très radical, et qui donnera ce que Colette appelait tout à l'heure la République démocratique et sociale, avec une envie de vraiment radicaliser le courant républicain. Par exemple, on évoquait Robespierre tout à l'heure, ces républicains-là pensent que le droit de propriété doit être certes respecté, mais il cesse d'être garanti et sacré s'il porte atteinte aux plus pauvres. Donc il y a quand même une volonté d'une république vraiment sociale, d'une république égalitaire qui se fait jour chez certains républicains. Ensuite, il y a des associations ouvrières, parce que c'est le début de l'industrie, et les ouvriers commencent à se réunir, donc des institutions qui prévoient une révocation des élus, l'élection au suffrage universel du président, ça c'est plutôt du côté des républicains modérés, et là il y a déjà dès le début une opposition entre républicains, entre ceux qui pensent que, du coup, excusez-moi, il y a un problème avec le... Je vais essayer de renoncer au diaporama. Il y a comment dire, une opposition entre républicains sur la gouvernance. Est-ce qu'on doit, et ça va se poser pendant longtemps cette histoire-là, est-ce qu'on doit faire confiance à un homme providentiel, un président de la République, ou est-ce qu'au fond, ce qu'il faut privilégier, c'est une assemblée unique, et ça va être le cas par exemple sous la 4e République, sous la 3e République. On verra apparaître le présidentialisme en 1958, en 1962, avec le général de Gaulle. Donc c'est des idées anciennes, ça, qui est quelle conception de la République on doit avoir. Sur l'idéal aussi très social, il ne faut pas oublier, tu en as parlé Colette, le monde rural qui représente les 3/4 de la population active à l'époque, et c'est les paysans pauvres qui n'ont pas oublié les intentions égalitaires de la Première République, la démocratie concrète au village, ce que Maurice Agulon va appeler plus tard la République au village. Donc il y a une fraction de la paysannerie qui va être attachée à la République. C'est un peu le vote qu'a montré Colette tout à l'heure, ces régions rurales qui vont voter très tôt à gauche, et ce jusqu'au XXe siècle. Et puis, il y a ces républicains qui voient bien que leurs idées sont encore insuffisantes. On a vu les résultats électoraux qui étaient pas très mauvais, mais qui n'arrivaient pas à être majoritaires. Ils vont mener à travers tout le pays une véritable propagande révolutionnaire, avec des sociétés des droits de l'homme, sociétés des amis du peuple,
Et là, on retrouve la partie de la population parisienne surtout, qu'on verra au moment de la Commune de Paris. Ce n'est pas du tout la classe ouvrière organisée qu'on verra plus tard, au moment du Front populaire, non. C'est une population faite de boutiquiers, d'artisans, d'ouvriers. Et il y a un mot qui apparaît à ce moment-là, parce que ces républicains ne peuvent pas se dire républicains, c'est le mot radical. Ça va donner plus tard le parti radical avec des gens comme Clémenceau. La deuxième chose, la deuxième partie, c'est donc la relance de l'idée républicaine. Voilà, on peut rester ici. Alors, cette relance de l'idée républicaine, tu en as bien parlé, je vais être assez court là-dessus, c'est l'idée du suffrage universel. Ça, c'est très important à l'époque, et il y a même dans le camp républicain, ça fait consensus quand même dans le camp républicain, mais ça ne fait pas consensus chez la partie la plus à droite de ce camp républicain, le suffrage universel masculin. Voilà. Et cette république, surtout, est-ce qu'elle a la même signification pour tous ? Elle a, comment dire, le fait que très tôt, les acquis de février que tu as évoqués vont être battus en brèche. Il va y avoir même des lois, j'allais dire rétroactives, des lois réactionnaires, la loi Fallou par exemple, de 1850, qui réoriente l'enseignement, parce qu'on a peur d'une laïcité trop prononcée, qui réoriente l'enseignement pour les congrégations religieuses. La méfiance des instituteurs qui sont suspects de socialisme, qui sont suspects de donner des idées trop subversives. Voilà donc ces idées-là. Mais ce suffrage universel, il ne faut peut-être pas, c'est ce que dit Raymond Huard, il ne faut pas le balayer d'un revers de main en l'opposant trop à la République sociale. Parce qu'au fond, ce qui se passe en 1948, il faut bien le mesurer, c'est qu'on passe de 246 000 électeurs à 8,5 millions. Et là, pour le coup, on peut dire qu'une grande partie du peuple français a la parole. A la parole, y compris la parole du côté des paysans. Et là, il y a une nouvelle question qui va se poser, c'est que ces paysans, ils n'ont pas, par rapport aux militants parisiens, par rapport aux ouvriers parisiens qui sont habitués, eux, à débattre des idées politiques, à débattre des questions sociales, toute la masse des paysans, et ce n'est pas péjoratif ce que je dis, a plutôt une vision conservatrice. Ils ne veulent pas perdre ce qu'ils ont, le lopin de terre et tout. Il y a toujours une méfiance vis-à-vis d'une république qui serait trop radicale. Donc, il y a l'idée, ça va inquiéter quelqu'un comme Blanqui, qui au moment des élections que tu as évoquées, Blanqui demande d'ailleurs à ce que ces élections soient reculées pour permettre une éducation populaire. Parce que faire voter les gens, c'est bien, c'est un progrès, la République. Mais encore faut-il avoir le temps d'avoir une éducation populaire, de faire voter le peuple en conscience. Et là, les militants les plus aguerris craignent un petit peu d'avoir une masse conservatrice en France, non seulement bourgeoise, mais y compris du côté de leur ruralité, ce qui expliquera les scores importants de Napoléon III plus tard. Voilà donc cette relance de l'idée républicaine qui est quand même, qui insiste aussi, ce moment de 1948, tu l'as dit aussi, c'est le moment où on instaure la fraternité. Alors elle avait été effectivement signalée par Robespierre dès la Première République, là elle va être en acte. Au tout début de 1948, il va y avoir des arbres de la liberté, il va y avoir des fêtes, une fête joyeuse, qui ne va pas durer longtemps, 70 jours, mais il y a un moment comme ça, un moment qui est le moment de la liberté et de l'égalité, en nuançant tout ça, en disant qu'au fond, ça va durer 2 mois et demi, et ensuite, les réformes ne vont pas peut-être être toutes supprimées, mais elles vont être récupérées par une forme de paternalisme conservateur. Ça, c'est ce qui marque vraiment la période. Enfin, ce nouvel élan pour le mouvement républicain, il passe par des associations qui vont avoir un programme très, très progressiste, on dirait aujourd'hui. Il y en a 2, j'en ai noté 2. Une qui est
présente dans le Gard et les Bouches-du-Rhône, elle s'appelle la Solidarité républicaine, et une autre qui s'appelle la Nouvelle Montagne. Et on voit bien là la référence à 89, à la montagne, à la pente la plus sociale de la Révolution française. Et c'est un programme très concret. J'en ai noté quelques éléments, mais qui sont quand même des éléments qui vont être posés à ce moment-là et qui seront rappelés lors de la Troisième République, et peut-être même plus loin, qui seront concrétisés. L'égalité devant le service militaire, la suppression des impôts de consommation, de consommation première, un impôt proportionnel et progressif qui sera établi en 1914 par Caillot, un député radical, les nationalisations des industries les plus concentrées, en gros les mines et les chemins de fer. Le chemin de fer, ça viendra en 1937. Et c'est déjà posé là en 1848-49. La réduction de la hiérarchie des fonctionnaires aussi. Donc toute une série d'actions concrètes qui sont dans le programme de ces républicains. Et il y a peut-être une dernière chose aussi, pour prolonger ton propos, Colette, c'est que ces républicains, ils voient la République au village, ils perçoivent la République au plan national, mais ils ont une idée de ce qui doit se passer au dehors. La République, elle ne doit pas être simplement la République de la nation. Ou si elle est la République de la nation, elle doit avoir en vue la libération de tous les peuples. Et à ce moment-là, ces républicains, ils ont en vue la libération, l'émancipation des peuples d'Europe, notamment du côté de la Pologne, du côté de l'Italie, des Italiens qui s'opposent au pape, l'Autriche, etc. C'est le fameux printemps des peuples, mais qui ne sera pas, qui restera au niveau des idées, qui ne sera pas mené en acte. Donc voilà une république là qui, au fond, essaie de jouer sur beaucoup de registres, mais qui va s'opposer aux conservateurs. Parce que dans tous les mouvements émancipateurs de la France, il y a toujours un moment où le reflux arrive. Et ces conservateurs, bien sûr, ils ne veulent pas de retour de la monarchie, mais ils acceptent le maintien des institutions en les privant de leur sève la plus sociale. C'est par exemple la loi Fallou dont j'ai parlé. Et les démocrates, dans le même temps, les plus modérés, vont renoncer, sauf les ouvriers de juin 48 que tu as évoqués, ils vont renoncer à toute insurrection. Ils vont renoncer au fait, au fond, à faire appel à la violence en se disant on a un suffrage universel masculin et donc il n'est plus besoin, au fond, de faire appel à la violence. J'avais mis une gravure là, je ne sais pas si je vais la retrouver. Non, elle était en arrière. Voilà. Elle est. Non, c'est encore un petit peu avant. Bon, je la retrouve. 5 minutes, d'accord. Donc, au fond, le temps passe vite. La fin de cette Seconde République, c'est peut-être là une première conclusion et une deuxième pour tenir les 5 minutes. Il a été ce régime frappé d'indignité. Ce n'est pas la première fois qu'un régime est frappé d'indignité. Ça sera le cas de la 4e République, qui se termine dans la tragédie de la guerre d'Algérie. Ça sera surtout le cas de la 3e République, qui meurt avec la défaite de 1940 et avec l'arrivée du maréchal Pétain et du régime de Vichy. Là, c'est une république qui se suicide littéralement. Les républiques, ça finit mal, toujours dans des moments tragiques et dans des moments dramatiques. Mais c'est ce que nous explique Raymond Huard, c'est un régime qui a été renversé, et au fond, l'échec politique, c'est un échec qui est dû à des rapports de force, au fait que face à une volonté de la mener au bout, cette République, eh bien, il y a eu des vainqueurs et des vaincus. Et les vainqueurs, ça a été non seulement, dans un premier temps, des républicains de plus en plus modérés, des républicains de plus en plus réactionnaires, mais même, on n'aura pas trop le temps d'en parler, sauf pendant le débat, l'empire autoritaire que va incarner Napoléon III. Alors, puisqu'il reste peu de temps, j'aurais voulu évoquer quand même ce que tu as suscité à plusieurs moments, cette opposition entre la République modérée,
la République advenue, certains historiens appellent la République advenue parce qu'au fond, c'est elle qui est arrivée et qui l'a emportée en 48-49, et la République démocratique et sociale, dont on entend toujours parler, et je finirai là-dessus parce que ça peut nous donner, à mon avis, des réflexions pour aujourd'hui. L'historien que je vais citer à la fin de mon propos parle de la République et de son double. Parce qu'au fond, on n'a peut-être plus l'idée aujourd'hui en France de ce que c'est qu'une république. C'est pour ça que le cycle que tu suscitais, Paul, est très très stimulant, je trouve. On n'a plus trop idée du mot et peut-être de la chose. Cette république modérée qui se satisfait du suffrage universel, qui considère qu'une fois que les formes démocratiques sont là, suffisent. Et puis de l'autre côté, la république démocratique et sociale, qui est plutôt rejointe par les ouvriers et des citoyens avancés, pour qui la république n'a de sens que si elle permet l'émancipation, et notamment le soutien aux plus démunis d'entre nous, aux plus pauvres. Et là, il va y avoir, au fond, une république et son double. La question qui se pose, c'est quelle est la bonne république ? Parce que, même dans les combats de juin 48, ce dont on a affaire, c'est la lutte à mort entre des républicains. Hein. Ceux qui sont dans la rue sont des républicains très avancés, démocrates et sociaux, mais ceux qui les abattent, ceux qui leur tirent dessus, se réclament eux aussi de la République. Il y aura un peu, toute proportion gardée, la même chose au moment de la Commune de Paris. Donc je vais finir là-dessus peut-être en rappelant que l'historien là, Samuel Hayat évoque ce qu'on appelle les oracles au moment dans la tragédie grecque. Ces oracles, ils annoncent un événement, on pense que cet événement va advenir, et puis, le plus souvent, c'est un événement contraire qui survient. Et donc, face à ces événements contraires, où on a la déception, où on a des désillusions, c'est quelque chose qui arrive de façon double, au fond. De la même manière, on peut dire que l'affrontement qui a eu lieu pendant la Révolution de 1948, il a été double. Et cette République, elle est double. Alors, selon qu'on est d'un côté, souvent de la barricade, ou de l'autre, on défend une version de la République. Et je finirai, s'il reste 3 minutes, par la citation de mon ami Samuel Hayat, qui dit ceci: « Sans cette dualité entre la République et son double, l'antagonisme entre républicains au printemps 48 n'aurait simplement pas lieu d'être. C'est bien parce que chacune des conceptions de la République s'est trouvée sans cesse menacée par son double que l'affrontement a eu lieu, ou de moins qu'il a eu lieu dans ces termes. En effet, une assemblée a bien été élue au suffrage universel masculin le 23 avril 1948, elle a proclamé la République le 4 mai, et pourtant, elle s'est trouvée 2 mois plus tard à devoir faire face à une insurrection faite au nom de la République, c'est-à-dire au nom du régime lui-même, ou plutôt de son double. Là est toute la puissance de l'idée de République en 1948. Et l'historien ajoute ceci pour conclure: loin de venir clore, grâce au suffrage universel, l'interrogation sur ce que doit être le règne du peuple, l'avènement de la République lui a donné une acuité inédite. Il ne tient qu'à nous de retrouver ce qui rendait cette République si pleine de conflits et donc si riche de possibles pour tenter d'en réactiver les promesses. Voilà des propos, je trouve, qui permettent à l'histoire d'interroger notre présent et au fond d'interroger notre République qui est, peut-être dans le débat on va le percevoir, bien mal en point et qui est sinon à refonder, du moins à revisiter. Voilà, merci de nous avoir écoutés longuement tous les trois. On est à peu près dans les temps, 8h moins 5. Il nous reste 30 minutes pour mieux partager les choses. Merci.